Yes. Et sinon aussi, j'ai le souvenir d'avoir vu en live, notamment sur ta batterie, tu n'utilises pas des tomes traditionnels. Du coup, est-ce qu'il y a cette volonté dans votre identité sonore d'avoir ce côté un peu trad du coup, ou qu'est-ce que c'est le... Bah là, c'était plutôt l'idée d'aller chercher d'autres sons que la Oui, bien sûr. batterie C'est pour ça habituelle. Après, moi, je suis arrivé dans le groupe, il y avait déjà un long travail qui avait été fait avec l'ancien batteur, où il avait déjà fait plein de recherches sonores. Du coup, j'ai repris un peu ces trucs et j'ai fait évoluer à ma manière. Et du coup, ouais, par exemple, il y a les doones qui sont des percus mandingues à la place des tomes, quoi. Mm-hmm. Du coup, il y a ça. Après, c'est pas si différent d'une batterie, c'est juste toutes les cymbales sont bidouillées pour avoir un son un peu crado et différent. Et il y a des doones à la place des tomes, en fait. Oui, non, carrément. Mais du coup, il y a Mhm. quand même Est-ce que c'est dans l'optique d'avoir un son un peu différent? Qu'est-ce que serait votre l'identité sonore que vous chercheriez? Ben, c'est vrai que moi, quand on a commencé Djebaletti, j'avais très peur du son classique de la batterie, parce que je me suis dit, bon, c'est super, mais c'est vachement utilisé déjà, quoi. Et donc, on a bossé avec Fred, le premier batteur avec qui on a vraiment enregistré le premier album, etc. On a bossé à chercher des trucs, quoi. À l'époque, c'était un tambourin, la caisse claire. Il n'y avait pas de caisse claire, en fait. Il y avait, je sais plus, bon, il y avait des bidouillages. Et puis après, quand Antoine est arrivé, il a amené d'autres trucs, quoi. Mais l'idée, c'était de faire vivre la batterie. La batterie, c'est pas quelque chose de figé. En fait, une batterie, c'est un concept. C'est-à-dire, c'est un mec qui peut faire plusieurs percussions à la fois. Et c'est dommage. Enfin, moi, j'avais pas envie, en tout cas, de limiter le son de la batterie à la batterie qui est devenue officielle, en fait. Caisse claire, Charlet, grosse caisse, Tom, les cymbales. C'était intéressant d'aller fouiller un peu à la bidouiller. Même s'il n'y a pas un grand bidouillage, ça reste quand même sur une batterie qui est pas loin d'une batterie classique. Mais c'est vrai que du coup, ces sons-là, ça apporte vraiment un truc, je trouve. À notre musique, en tout cas. Il y a aussi quelque chose qu'on a remarqué, c'est dans la syntaxe des phrases, en fait, de certaines phrases. Par exemple, dans Sortilège. Oui. J'ai pas les paroles sous les yeux, c'est pas bien. Mais on n'a pas vraiment... On peut l'écouter. Comme ça, ce sera plus simple pour m'exprimer. La joie n'est pas un bruit, la joie n'est pas une nuisance. La joie n'est pas un bruit, la joie n'est pas une nuisance. Marteau-piqueur fait du bruit, machine-outil fait du bruit. Les travaux font du bruit, les voitures font du bruit. La joie n'est pas un bruit, la joie n'est pas un bruit. Je m'explique. Français s'est mis à confondre la joie et la nuisance. Français s'est mis à confondre la vie et la nuisance. Français doit s'affiner, Français doit faire la différence. Français doit s'affiner, Français doit faire la différence. Oui, voilà, du coup, c'est bon, j'ai les paroles. Non, mais est-ce que c'est pareil, ça me fait penser à de la trance, en fait, mais du coup, vraiment, qui serait ciblée sur le texte. Et... pourquoi marteau-piqueur fait du bruit, papa. Ouais. Mais en fait, il y a une chanson qui l'explique, c'est Gâté sur l'album Moko. En fait, c'est vrai que où j'ai commencé à écrire comme ça, c'est qu'en fait, il y a quelque chose de très visuel, en fait. Je sais pas comment dire. Il y a quelque chose qui me plaît parce que on enlève les... En français, il y a beaucoup de manières qui sont dictées, pour le coup, par l'Académie française. C'est-à-dire qu'on doit parler comme ça, en français, sinon on parle mal le français. Et en fait, toutes les langues n'ont pas ce rapport à leur propre langue. C'est-à-dire que nous, en tant que Français, on a grandi là, on n'a que cette langue, même des fois on est monolingue, et on peut nous dire « Ah, tu parles mal le français, parce que tu as dit les chevals, par exemple. » Mais en fait, les chevals, il n'y a qu'en français qu'on dit les chevals. Chevaux, c'est qu'en français. Donc tu parles forcément bien français quand tu utilises ce mot-là. Mais il y a une règle immuable et tellement importante qui sont les règles de l'Académie française. Donc c'est des gens qui se réunissent, qui réfléchissent comment nous on doit parler. Mais moi je pense que ça doit être l'inverse qui doit se passer, c'est-à-dire que c'est le peuple qui invente sa langue et les gens qui à la limite l'analysent et le foutent dans des bouquins, quoi. Mais c'est sûrement pas des gens qui doivent décider de comment nous on parle notre langue. Et ça c'est une perte immense, c'est-à-dire que comme ça on tue la langue en fait. Et c'est vrai qu'en français, il y a beaucoup de manières pour dire les choses. Alors, c'est très bien, c'est une langue très riche, etc. Mais il y a des formes qui sont un peu alambiquées, qui m'emmerdent, moi, personnellement, et j'ai envie de les péter. Parce que je fais ce que je veux, en fait.
Et si j'ai envie de dire français sans dire les Français ou nous Français, en fait, c'est vrai qu'il y a des... Voilà, il y a des choses qui sont très difficiles à dire. Par exemple, une fois, je m'étais amusé, j'avais envie de traduire la chanson All You Need Is Love des Beatles. Et en fait, rien que le titre, déjà, il est intraduisible dans l'impact que ça a. C'est-à-dire, c'est un impact poétique. All You Need Is Love, c'est direct. Tu comprends ce que ça veut dire. All You Need Is Love. Si tu veux le traduire en français, tout ce dont tu as besoin, c'est de l'amour. Et même comme ça, on n'arrive pas à avoir l'impact que... Ouais. Donc, tout ce dont tu es, le titre, machin, tout ça, moi, des fois, j'aime bien les virer, quoi, pour garder juste l'essentiel des mots. Je trouve ça vachement plus fort de dire français que de dire les Français ou nous Français ou de dire, je sais pas, marteau-piqueur fait du bruit. Je trouve ça sur cette chanson-là. Hein. Après, je dis pas, moi j'aime bien aussi faire des chansons très dans les règles de la langue française. J'adore ça. Mais j'aime bien aussi me permettre de pouvoir péter ces règles-là. Et je trouve que musicalement, il y a quelque chose de très... Ça me fait penser un peu au cubisme, quoi. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui dit l'essentiel. Et la langue, c'est la base. Enfin, pour moi, c'est la base de la musique. La première musique, c'est la langue, en fait. Et si la langue, elle sonne, la musique, elle sonne forcément. Donc j'ai envie de la faire sonner de cette manière-là. Et puis aussi, voilà, pour lui mettre un petit tacle, quoi. Enfin, je sais pas. Ce truc de l'Académie française qui décide pour le peuple, je trouve ça dramatique. Il faudrait vraiment se défaire de ça. Et est-ce que justement c'est dans cette optique-là l'utilisation de l'occitan parce vous chantez beaucoup en occitan aussi? L'occitan, l'occitan, c'est la possibilité d'avoir deux cultures, quoi. C'est-à-dire, en France, on bassine avec l'idée d'intégration, toutes ces conneries-là, dans l'idée qu'il faudrait être français, donc il faudrait être que français, mais qu'est-ce que c'est français? Est-ce que c'est être breton? Est-ce que c'est être niçois? Est-ce que c'est être parisien? Est-ce que c'est être de la jet set? C'est français, il y a 50 milliards d'être français, 50 milliards de manières. Et du coup, le fait de chanter en deux langues, ça donne cette possibilité d'avoir deux cultures. Et on est tous dans cette situation en France. Il n'y a personne, même la personne qui est née dans un village, qui a ses ancêtres, tous ses ancêtres qui sont nés dans ce village, il y a forcément un ancêtre qui est né de l'autre côté de la rivière. Et déjà, c'est une autre culture. Donc l'occitan, c'est ça. Et puis après, l'occitan aussi, parce que cette langue, elle sonne de folie et elle raconte le monde à sa manière et elle est unique au monde pour cette raison-là. Donc pas chanter en occitan, ça serait dommage. Surtout moi, j'ai cette langue-là. Donc c'est... Et puis elle a des accents toniques qui sont fabuleux pour la chanson. Donc voilà, il y a 1000 choses à raconter en occitan et c'est vraiment une langue qui s'est fait défoncer par des décisions politiques complètement folles, quoi. De décider que les enfants ne peuvent pas apprendre deux langues, ce qui est archi faux. En plus, on s'est rendu compte récemment que ça ouvrait une forme d'intelligence, d'être bilingue dès l'enfance. Donc là, on peut plus se couper de ça. Il faut vraiment encourager les enfants à apprendre les langues maternelles, paternelles, je sais pas comment on dit, quoi. Toutes les langues qui les entourent, en fait. Ménade, voilà, t'as tes enfants, ils ont la chance d'apprendre le kabyle et le français. C'est fabuleux, quoi. C'est des langues tellement éloignées. Donc là, il y a une richesse d'intelligence qui se crée forcément, quoi. Donc voilà, l'occitan, pour moi, c'est essentiel. Mais comme toutes les autres langues, hein, d'ailleurs. Oui, non, bien sûr. Mais c'est intéressant comme point de vue, carrément. Super. Et du coup, parce que dans votre musique, c'est qu'il y a beaucoup de live, quoi. Enfin, il y a beaucoup de visuels aussi. Par exemple, le clip de Sortilège, il est excellent. Il est trop bien. La démarche, elle va être plus... c'est de la musique qui est composée pour du live, essentiellement, pour l'interrogation. Oui, hein, on peut dire ça. Oui. De toute façon, c'est une musique qui est principalement une destination à être jouée en live, quoi. Mais après, là, par exemple, on compose pour le prochain album, et du coup, là, cette fois, on commence un peu à jouer ces nouveaux morceaux en concert, mais on bosse d'abord des versions, des arrangements et tout ça pour l'album. Okay. Et après, là, on les joue en live, du coup, on les adapte un peu sur le moment, mais voilà, pour dire qu'on fait aussi ça en ce moment-là, de composer pour l'album, vraiment, quoi. Ouais, et puis c'est vrai que c'est pensé pour de live, c'est vrai qu'on n'a jamais pensé, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus pensé pour le live. Il y a quelques morceaux, des fois, qui sont que pour les albums. Par exemple, sur Panta, il y a 1 ou 2 morceaux qu'on joue jamais, qu'on n'a jamais joué et qu'on jouera pas. C'est vraiment des morceaux pour le disque, quoi. C'est lesquels? La Dorée, Fin des Carnavals, mais même si ça là, on l'a joué quand même une fois ou deux. Ouais. Mais
Ouais, il y a des morceaux des fois qui sont pensés que pour le disque. Là, sur l'album qui vient, il y en a une ou deux, je crois, qui sont pensés que pour l'album. Mais sinon, non, c'est des outils en fait, ces morceaux. C'est-à-dire qu'en live, après, nous, on les déconstruit, on improvise dessus. Forcément réadapter en fonction de l'effet que ça fait ou de. Ouais. Tu vois qu'il y a des trucs. Enfin, je pense qu'il y a des trucs d'office. Tu vois si ça marche, si ça marche pas. Ouais, tout à fait. Mais c'est intéressant du coup comme manière de travailler. Super. Et puis en plus, dans les morceaux en concert, normalement sur l'album, ils font 3 minutes, 4 minutes, et en concert, ils en font 15. Donc Ouais. c'est sûr qu'il y a d'autres choses qui se passent, quoi. Oui. Carrément. Et justement, par rapport au live, et notamment dans le clip aussi, les costumes, pourquoi et c'est quoi ça vient d'où Je sais pas, la peau de mouton, tout ça, c'est quand même quelque chose de particulier. Bah, c'est le rapport au carnaval, en fait. Ok. C'est-à-dire que carnaval, je vais encore parler pendant 2 plombes. Moi. Oui, bon. mais bon. Carnaval, c'est la base de... C'est-à-dire la plupart des personnages qui sont dans Pantaille, c'est des personnages de la religion carnavalesque. Religion carnavalesque, c'est un bouquin de Dominique Pauvert, qui est passionnant, qui est un mythologue. Je ne savais pas que ça existait. J'ai eu la chance de le rencontrer, de travailler avec lui sur la mythologie. En fait, nous, on a une drôle d'histoire. C'est-à-dire qu'en France, à l'école, on va... très longtemps à l'école en France, on prend des cours d'histoire toute notre enfance. Et en fait, on apprend l'histoire des Grecs, on apprend l'histoire des Romains, on apprend l'histoire du Moyen-Âge à des moments. Mais en fait, les peuples qui ont vraiment vécu ici, on ne les apprend pas, en fin de compte. On ne sait même pas que les Celtes, ça descend jusqu'en Italie, en Espagne, etc. Et ces peuples-là, ils ont laissé plein de choses. Ils ont laissé un paganisme, un animisme, une espèce de religion chamanique, en fait, de rapport à la nature, de rapport au monde, qui est unique, quoi, qui est très intéressante et qui rejoint aussi une espèce de fond mondial du paganisme, quoi, du chamanisme. Je sais pas, on peut trouver 50 000 mots pour le dire. Et du coup, moi, ça m'a intéressé d'aller fouiller là-dedans pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Et en fait, tout est conservé dans Carnaval. C'est-à-dire que Carnaval, c'est comme si ça serait la période... Alors Carnaval, quand je dis Carnaval, c'est-à-dire c'est les livres de Rabelais, par exemple, les 5 livres de Rabelais, qui sont comme une bible, en fait, de l'ancienne religion, où c'est les tableaux de Bruegel, l'ancien, ou de Jérôme Bosch. Voilà. Là, avec ces 3 piliers-là, on a l'idée de ce que ça pouvait être. Alors, il faut décrypter tout, parce que tout est codé. Et donc, les costumes qu'on a, ils ont à voir avec cette histoire-là. Ils ont à voir avec... Voilà, moi, le costume que je porte, c'est le costume du paillasse ou du pétassou. C'est le personnage qui est entre les mondes, en fait, qui peut voyager d'un monde à l'autre, du monde des vivants au monde des morts, ou au monde des divinités, et qui est en même temps complètement déconnant, quoi. C'est-à-dire que le carnaval, il y a toute cette... C'est pas un truc qui se prend au sérieux non plus. C'est-à-dire que c'est un truc qui est là pour le plaisir de déconner ensemble et de faire la fête et de chanter et d'être grotesque, quoi. Donc il y a ça. L'idée des costumes, c'est surtout ça. Le lien, c'est le carnaval. Ouais. Ça marche. Et du coup, la Vespa, c'est du coup l'orchestre de... Alors la Vespa Cougourdon Orchestre, qui est un orchestre de musique de trance carnavalesque, en instruments. Ces instruments sont faits en calebasse occitane, qui sont des espèces de grosses trompes dans lesquelles on souffle et qui font un son qui a à voir avec les... Arara ou je sais pas les P. Les P, ouais. Les trompes pygmées. Voilà, c'est entre les P, les trompes pygmées. Et du coup, la Vespa, c'est un groupe qui joue surtout pour Carnaval, dans lequel on est Antoine et moi, et plein d'autres, on est une douzaine, et qui intervient dans les albums de Gebaletti depuis le début. Okay. C'est-à-dire on peut entendre les trompes de la Vespa dans les albums, dans les 3 albums. Et après, oui, c'est moi qui compose aussi pour cet orchestre-là. Du coup, c'est dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que c'est un rapport au carnaval. Bon, là, c'est vraiment sur le carnaval, hein, la Vespa. La Vespa, c'est un orchestre traditionnel. Vespa, ça veut dire guêpe, et en occitan. Et cette guêpe, elle pique les gens et elle envoie un venin. Et c'est un peu comme dans la tarentelle, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est la musique du sud de l'Italie. Et qui, là, c'est la tarentule qui pique et qui envoie un venin. Et pour se défaire du venin, il faut danser. Et dans la culture nissarde, il y a la même chose avec la guêpe. C'est-à-dire que la guêpe pique et puis on doit se défaire de son venin et elle nous fait rentrer dans l'autre monde aussi à travers cette piqûre-là. Donc la Vespa, c'est ça, c'est un orchestre de carnaval qui est là pour faire rentrer dans cette mythologie-là. Et du coup, est-ce qu'il y en aura dans votre prochain album ? De la Vespa ? Oui. Oh, il y aura sûrement un peu de trompe, hein.
Ouais, je pense, oui, c'est pas encore organisé et prévu, mais ce serait étonnant qu'il n'y en ait pas. Ouais. Là, cette coup-ci, on travaille avec un pote, un vieil ami à moi qui s'appelle Fixie, qui est un accordéoniste qui a monté le groupe Java, qui jouait avec Winston McAnuff et Tony Allen, etc. Et là, on travaille avec lui sur des arrangements. Parce que, voilà, habituellement, on le fait nous, ou je le fais moi. Et là, il y avait envie d'avoir un regard extérieur, une oreille extérieure. Et un apport aussi de quelqu'un d'autre, quoi. Cool. Ouais, chouette. Ben, nous, on a fait à peu près le tour de nos petites questions préparées. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter quelle que soit la chose? Je trouve ça super sympa de nous inviter à parler de notre musique comme ça, parce qu'en général, les questions sur la musique, elles sont très superficielles, quoi. Là, on peut remercier Stéphane Escoubet, notre professeur, qui nous a permis de bien nous préparer et de ne pas venir ici avec une raquette trouée. Et c'est vrai que pour nous, en tout cas, c'était vraiment un exercice sympa, parce que du coup, ça nous a permis de... En plus, nous, on a eu la chance avec Cécile et certains du groupe de venir vous voir en live à la fac et même avec l'orchestre de la Vespa. Et c'était sympa comme exercice, on a bien aimé l'album. Puis du coup, c'était vraiment l'objectif de cet exercice, c'est que ce soit une discussion entre musiciens et pas de faire une interview enfin, je vais pas dire cliché, mais où on vous demande où vous venez et pourquoi. Enfin voilà. Donc merci à vous d'être venus, en tout cas, c'était cool. Merci à vous. Avec plaisir, avec grand plaisir. Ouais. Yes. Cool, tant mieux si ça vous a plu aussi. On peut déjà un gros merci à Radio Campus FM qui nous a permis de vous accueillir dans ces bonnes conditions. Et je pense qu'on va pouvoir, je crois qu'il faut qu'on libère le studio de toute façon. Donc un gros merci à vous, Djeba Letty, d'être venu, d'avoir fait le déplacement. Ouais, merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. Et à bientôt. Carrément. Merci, ciao. À bientôt. Ciao, vive. Alla vittoria